conférence. Quand vous êtes nombreux, c'est très bien. Bon, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Les alphas, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Donc tout le monde, c'est un sujet très passionnant. Et j'ai pêché la carpe depuis presque 45 ans maintenant. Et donc j'ai vécu la pêche de la carpe moderne depuis ses débuts, jusqu'à quand on n'avait pas de cheveux, pas de matériel, on n'avait rien du tout. Jusqu'à la pêche moderne maintenant, quand on peut tout acheter dans les magasins à côté et aller pêcher et prendre des carpes. Et j'aimerais essayer de partager un peu ma passion, de partager un peu l'expérience que j'ai sur le sujet des appâts. Et c'est la première fois que j'essaie de faire une conférence quand je vais vous inviter à poser des questions. Normalement, je présente quelque chose, j'explique, et puis voilà, il y a un question-débat à la fin, mais pas beaucoup de questions parce que souvent les gens sont très timides. Donc il ne faut pas être timide. Là, le but de ce que je fais là, c'est d'avoir vos idées, de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir peut-être approfondir plusieurs sujets qui sont très intéressants. Donc, voilà. J'ai commencé à... Voilà, j'avais 17 ans, je crois. Donc, ça, c'est en 1973, à peu près. Et à l'époque, donc j'avais des cheveux longs. À l'époque, quand je pêchais la nuit, ça c'était mon matériel. J'étais assis sur ma petite chaise, comme ça, toute la nuit. On n'avait pas de détecteur, on avait juste les deux cannes. On mettait un morceau de fil dans l'alu sur le fil pour voir la touche. Et des fois, quand on était très fatigué la nuit, on s'endormait, puis on se levait, et on ouvrait les yeux, et on voyait le papier qui était collé contre l'anneau de départ, et on n'avait pas fait le poisson. Mais ça, c'était le début. Et là, c'est le premier poisson de plus de 20 livres, donc 9 kilos que j'avais fait. Et voilà quelques poissons de l'époque. Pour nous, c'était des poissons énormes. On n'aurait jamais pensé qu'il y a des poissons qui nagent dans les plans d'eau qu'on a maintenant. À ce moment-là, on ne pensait pas que les carpes pouvaient dépasser les 20 kg. Et là, les poissons qui faisaient 8, 9, 10 kg, c'était vraiment des monstres. Et à l'époque, je pêchais avec un morceau de ce qu'on appelle luncheon meat. C'est un viande comment, je ne sais pas si je peux expliquer ça. On achète ça dans des boîtes et on peut le couper en morceaux. Je mettais des tout petits morceaux en carré, des cubes. Ouais, corned beef, ouais, à peu près. Et on mettait ça sur le cheveu. Il n'y avait pas de cheveux, directement sur l'hameçon. Et à l'époque, on pensait que la carpe avait peur de la résistance. Donc on pêchait soit sans poids du tout sur le fil, ou avec un tout petit poids pour que ça soit coulissant. Maintenant, on pêche tous avec des plans qui font 100, 115 grammes, 150 grammes. À l'époque, on n'aurait jamais pensé ça. Voilà, c'est un peu les poissons de l'époque. Et à l'époque, quand j'avais 19, 20 ans, on commençait à utiliser différentes choses. Par exemple, on préparait une petite pâte. J'avais l'idée, ou quelqu'un avait l'idée, je ne sais pas qui c'était, mais qui avait l'idée de faire une pâte avec des pelettes pour les truites. Donc on broyait ça, on mettait ça avec de l'eau, pas avec des œufs à l'époque, avec de l'eau, et on mettait une grosse boule de pâte de pelettes frites autour de l'hameçon. Et là, on a vu les résultats, on a pris beaucoup de poissons avec ça. Et on commençait à travailler avec des différents... Dans les supermarchés, on allait dans les supermarchés, puis on fouillait pour trouver des différents additifs qu'on pourrait utiliser dans nos bouillettes. Voilà, donc, et là, ça c'est, en fait, j'ai mis cette petite image de l'époque parce que c'est le premier poisson que j'ai pris en mettant un arôme dans ma pâte. C'était pas dans les bouillettes, c'était dans la pâte toujours. Il n'y avait pas de cheveux à cette époque. Et je suis allé dans le supermarché, j'ai vu les arômes qu'on pouvait acheter pour faire des gâteaux. Et j'ai acheté un flacon d'arômes en orange pour me faire des gâteaux. Et j'ai mis ça dans ma pâte et j'ai fait de la pâte. Et là, le premier poisson que j'ai fait avec ça. J'ai commencé à expérimenter un peu avec les différents additifs et des arômes. Et maintenant, avec le recul, j'ai compris en fait ce qui se passait à ce moment, parce que quand je pêchais avec une boule de pâte toute seule, j'avais des touches et je prenais des carpes. Et quand j'ai essayé d'amorcer avec quelques boules de pâte et de pêcher dessus, j'avais plus de touches. Et en fait, je mettais tellement d'arômes orange dans ma pâte que c'était beaucoup trop puissant pour les carpes. Et quand elles avaient mangé une ou deux boules, elles ne voulaient plus revenir. Et voilà.
Et quand j'avais 20 ans, j'avais mon premier vrai boulot. J'ai travaillé chez Guinness. C'était très bien, c'était pas mal ça. Oui, le soir, c'était toujours assez chaud. Et j'étais dans le laboratoire de recherche. J'avais fait sciences à l'école. Et ça me plaisait beaucoup. Et donc j'ai passé 2 ans à travailler chez Guinness. Et ça m'a ouvert les yeux sur tout ce qui est levure, les différents types de levure, sur la procédure de fermentation. Ce qui m'a donné des idées, ce qui m'a emmené dans différents sujets pour mes apports, surtout des levures. Et on en parlera après parce que les levures peuvent être très importantes du fait que la levure c'est un aliment qui est très très complexe. Et dans ce complexe, il y a des composants qui sont très intéressants pour la carpe. Et là, j'ai commencé, moi j'avais 20 ans à peu près, je commençais à pêcher de plus en plus avec mes pattes, avec des différentes arômes et différents additifs. Et là, j'ai trouvé, c'était en travaillant chez Guinness, je me suis dit, si je mets le levure dans mes apports, peut-être ça fait pas mal. Et j'ai trouvé on trouve ça toujours dans les magasins pour les oiseaux. On peut acheter, ça s'appelait PYM. C'est un mélange de levure, qui est donné aux oiseaux, des oiseaux exotiques, pour leur santé. J'ai acheté ça dans des petites boîtes, et je mettais ça dans mes pellets moulues. Et aussi, avant de lancer, je mettais ça autour pour faire comme un bonbon. Et là, j'ai fait un carton. C'était vraiment un carton. Et là, ça m'a emmené encore plus dans tout ce qui est la nourriture. Et je me posais des questions, mais c'est quoi que la carpe recherche en fait? Comment est-ce qu'elle retrouve sa nourriture? Et, ouais, 21 ans, ça c'était tout jeune ça. Ok, encore. Et ça, c'est parmi les premiers détecteurs de touches qu'on avait fait. Ça n'existait pas, il fallait les fabriquer nous-mêmes à l'école. Ça, c'était le détecteur de Dennis, en fait. Dennis Lamanis, que vous connaissez, je pense, de nom. Dennis Lamanis. Voilà, là, il est Dennis avec le tiret de l'époque. On avait, là, il commençait à avoir les premiers détecteurs de touches. Là, à droite, on voit un optonique. On appelait ça à l'époque une conversion. C'était quelqu'un qui s'appelle Bamford. Lui, il a fait des conversions que nous, on a achetées. Et puis, on avait aussi à l'époque les Monkey Climbers. C'est ça, hein, c'est comment on appelle ça? Écureuil. Voilà. C'était les écureuils. Et toujours pas de cheveux. On mettait toujours nos appâts sur l'hameçon. Voilà. Juste pour la petite histoire, là, il y a John Baker. Donc voilà, on pêchait comme ça. Et on avait le morceau de fil en aluminium sur le fil, pour pas qu'il y avait un poids, pour qu'il n'y avait pas de résistance. Et on ferrait sur la touche, parce qu'il n'y avait pas de cheveux, donc il fallait ferrer. Petite histoire sur les détecteurs de touche, c'est les hérons. Ça s'appelait des hérons, c'était les premiers détecteurs de touche. Et à l'école, j'avais pris les miens et j'ai ouvert les boîtes. En fait, c'est juste c'est un contact. Et nous, je prenais des contacts pour les téléphones à l'époque. Donc on prenait des petits contacts et j'ai pris un radio. Donc on a ouvert les radios pour prendre l'eau-parleur et tout l'électronique qui est à l'intérieur pour faire le son. Et la première fois que ça fonctionnait à merveille, la première fois que je l'ai essayé, c'était une nuit très claire. Et pendant la nuit, j'étais assis sur ma chaise et j'ai entendu la musique. Et il y avait la musique qui sortait de mes détecteurs. Et chaque année maintenant, avec John et Dennis, en fait chez nous, il y a beaucoup de plans d'eau qui sont fermés entre le 15 mars et le 15 juin. C'était la saison habituelle chez nous. Et donc le 16 juin, c'est l'ouverture. Nous, on fait une petite pêche ensemble pour une nuit et on amène notre ancien matériel pour pêcher, quoi. On s'amuse. Par contre, on prend pas beaucoup de poissons. C'est pas pareil que notre pêche aujourd'hui. Ça, c'est les têtes pour les hérons que je vais modifier. Et juste après, j'avais 22 ans. Je suivais en fait mon sport à l'époque qui était l'escrime.
Je voulais... Oh, on peut le tuer. Je suis allé habiter en Suisse, au bord du lac Léman, où j'ai travaillé chez Nestlé. En fait, je suivais ma carrière de sportif et je voulais m'entraîner avec les meilleurs du monde à l'époque, c'était les Suisses. Et donc, j'ai travaillé dans le laboratoire de recherche chez Nestlé et on faisait de la recherche surtout sur les sucres et les réhausseurs de goût. Donc, vous pouvez imaginer, pour moi, c'était assez intéressant. Et là, j'ai appris aussi plein de choses en travaillant chez Nestlé sur le goût et l'importance du goût de la part après pour les poissons. Donc, j'ai passé 2 ans à habiter dans dans cette ville. Vevey, c'est au bord de lac Léman. C'est vraiment magnifique. La France à droite, là, sur un côté, et puis la Suisse sur l'autre. Voilà une partie en allant dans les supermarchés, en fouillant pour trouver des éléments, des additifs qu'on pourrait utiliser dans nos appâts. Et ça nous a appris beaucoup de choses en fait, que par la suite on a utilisé pour faire des appâts qu'on fait aujourd'hui. On travaillait surtout avec des additifs, on appelle ça des additifs, mais en fait ça c'est tout pour la nourriture humaine, c'est pour nous, pour faire des sauces, pour faire manger. Et on a très vite compris que tout ce qui est naturel, et des extraits naturels, était 10 fois mieux que tout ce qui est synthétique. Et on a toujours, ça c'est notre approche pour nos appâts, nos arômes, c'est de rester avec tout ce qui est naturel. Parce qu'il faut prendre en compte que pour un poisson, pour nous les humains, c'est différent. On peut faire du marketing, on peut faire de la publicité pour un produit, on peut faire vendre presque n'importe quoi avec une très grosse publicité derrière. Mais on ne peut pas faire la même chose, par exemple, pour un chat ou un chien ou une carpe. Elle ne voit pas la publicité, elle prend ce qui est bon. Donc il faut que nos appâts soient bons. Et après, on a commencé à comprendre aussi que même avec des produits naturels, parce que des fois on dit c'est naturel, donc on peut surdoser, on peut mettre la quantité qu'on veut, c'est pas vrai. On peut vraiment surdoser tous les éléments. Et là, ça c'est une sauce à anchois qu'on va acheter dans le supermarché. Et le dosage, en fait, les poissons, les carpes sont beaucoup plus sensibles qu'on pense. Ils sont extrêmement sensibles. Et on va parler de ça dans un moment. Mais c'est dans le même ordre de sensibilité que d'autres animaux. Par exemple, je donne 2 exemples. Je ne sais pas si on dit ours polaire. On dit ours polaire. Oui. Un ours polaire, il peut sentir un phoque en dessous de la glace. En dessous de la glace et la neige à 3 km. Un chien, chez nous on appelle ça un spaniel. Je ne sais pas comment on dit en français. Un épagnol. Lui qui est très fort au niveau des odeurs, c'est ce qu'ils utilisent pour les drogues et tout ça. Lui, il peut sentir une goutte d'un composant qu'il cherche dans le même volume qu'une piscine olympique. Donc vous voyez la sensibilité des animaux. Et la carpe, c'est pareil. Donc on fait tous la même chose. On va faire la même chose sur le stand après. On va ouvrir une bouteille de flacon d'arôme, on le sent, on dit « Oh, comme ça sent bon ça ». Mais en fait, c'est vrai que ça sent bon. Mais ça n'a rien à voir avec le poisson. Pour nous, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser dans les appâts qui n'ont quasiment aucune odeur pour nous, ou même aucune odeur du tout, mais ils sont extrêmement puissants pour attirer les carpes. Et ça aussi, on va toucher un mot dans un moment. Pareil, sur tout ce qui est des épices, on a commencé à travailler un peu, on est allé fouiller dans les supermarchés indiens, chinois, chez nous. Et dans ces éléments-là de curry, les piments, tout ce qui est... Ça, c'est des mélanges déjà tout prêts, les chilis. Ça, c'est des éléments que les carpes adorent. De nouveau, avec des dosages raisonnables. Par contre, tout ce qui est curry, les poissons, ils peuvent supporter et même ils aiment beaucoup les piments qui sont extrêmement, extrêmement forts. La première fois que j'ai essayé le madras, qui est très, très pimenté, celui à gauche, j'ai mis des grosses cuillères dans ma pâte et j'ai essayé pour voir, je l'ai goûté et ça me brûlait les lèvres, c'était tellement fort, mais les carpes, ils ont adoré. Pareil sur les huiles, il y a des huiles qui peuvent être très, très intéressantes. De nouveau,
la façon qu'il faut que ça soit frais ou fraîche pour les huiles. Et si je touche un mot là-dessus, pourquoi fraîche, je vous donne aussi une autre petite idée. Si vous avez des chats ou des chiens, si vous posez une assiette de croquettes dans une assiette de croquettes, de côté vous mettez une assiette avec du foie frais ou un poisson frais, c'est évident celui qui va prendre en premier. C'est pareil pour les poissons, pour les carpes. Plus que vos ingrédients et les ingrédients que vous utilisez pour fabriquer des poissons fraîches, le mieux c'est. Pour plusieurs raisons. L'odeur et le goût, l'odeur déjà est beaucoup plus forte, mais aussi parce que quand un végétal ou un légume ou un poisson ou une viande est fraîche, il est rempli d'enzymes, de vitamines, des éléments, ce qu'on appelle des ribonucléotides. C'est ça qui donne beaucoup de goût. Et ça, c'est beaucoup plus présent dans les aliments qui sont fraîches que d'autres qui sont plus vieux. Et même, on dit que quand on met les aliments pour nous dans le congélateur, c'est la même chose que si c'est frais, mais c'est pas vrai. En fait, toute conservation détruit certaines choses dans les aliments, surtout dans les enzymes et les vitamines. Là, c'est un produit qui est très bon, on appelle ça le bellachon, vous appelez ça peut-être bellachon, c'est des crevettes fermentées, ça vient d'Indonésie, c'est un très bon produit, la carpe adore ça, on peut l'avoir aussi en liquide. Et là, le fait que ça soit fermenté, la fermentation, ça augmente, découple les aliments dans le bellachon. Ça aussi, on peut peut-être en discuter. Voilà John Baker qui, pour moi, c'est le meilleur spécialiste de tout ce qui est des arômes pour la carpe, spécialement pour la carpe. Je travaille avec John sur nos arômes pour bicarpe et lui, c'est un vraiment passionné, il fait ça vraiment par passion. Et c'est un très bon ami, très bon pêcheur. Et il a des connaissances dans le monde des arômes et des attractants que lui permet de faire fabriquer des prototypes de différents arômes spécialement pour nous. C'est un gros avantage qu'on peut faire fabriquer des arômes et des attractants qui sont uniques à nous. Et les arômes John Baker, John il a sa petite gamme d'arômes propres à lui. Et les arômes pour moi sont les meilleurs. Et donc avec John, on a combiné nos deux idées pour faire la petite gamme d'arômes qu'on a pour Bicarpe. Voilà John devant sa petite sélection de produits qu'il a fabriqués. Et il a 62 ans maintenant, mais il est toujours aussi passionné par ce sujet que quand il avait 18 ans. Voilà, je vais entrer un petit peu dans quelques détails, puis après j'aimerais bien avoir quelques questions, comme ça je vais pouvoir boire un peu d'eau. Le fait que ça m'intéresse tellement ce sujet, je m'intéresse dans toutes les études qui ont été faites, surtout sur les cyprinides et des carpes surtout. Et beaucoup de ces études, ils ont été faites pour l'aquaculture, pour les gens qui élèvent les poissons pour les manger. Parce que pour eux, c'est important qu'ils investissent le moins d'argent possible pour avoir les poissons qui sont le plus gros possible. C'est plus économique. Donc ils investissent beaucoup d'argent. Donc il y a eu beaucoup d'études faites sur beaucoup de poissons différents. Et j'ai un ami qui m'a prouvé certaines études sur des carpes. Et là, je vais en parler parce que c'est très très intéressant. Je pense que ça va. Il y a certaines choses que vous allez aimer, je pense. Donc là, cette étude a été faite sur la nutrition des carpes. Et dans ce plan d'eau, les carpes étaient nourries. Et dans les différents, est-ce qu'on peut dire des flux, des supports là? Des contenants. Donc celui à gauche, c'est un conteneur avec de la protéine. Donc P pour protéine. Donc c'est des pellets avec un taux de protéine très élevé. Au milieu, c'est de la graisse, c'est les lipides, donc des pellets très huileux.
Et à droite, c'est l'hydrate de carbone, donc très peu de protéines, très peu de lipides, mais beaucoup d'hydrate de carbone. Donc, ça, c'est les macros, ce qu'on appelle les macro-éléments. Donc, protéines, lipides, hydrate de carbone, c'est les macro-éléments que la carpe a besoin pour survivre. Donc, ils ont mis ça dans un lac où il y a des carpes qu'ils connaissent. Ils savent toutes les carpes qui sont dedans, ils savent le poids, ils peuvent les enlever pour les peser. Et pour que la carpe puisse manger, elle touche, elle a appris qu'en touchant ces petits trucs-là, ça fait descendre les pellets. Et elle peut choisir sur les trois. Et c'est relié à un ordinateur. Donc la carpe peut choisir le pourcentage de chaque qu'elle veut. Et c'est là que ça devient super, super intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que par exemple, je donne l'exemple, ils mettent une tonne à gauche, une tonne au milieu, une tonne à droite. Et peut-être après un mois, ils pèsent pour voir ce qu'ils ont pris. Donc ils savent le pourcentage. Donc, on sait que la carpe, avec de l'eau qui approche les 18 degrés, elle a besoin d'environ 37-38% de protéines dans sa régime. Et après, avec une eau à 18 degrés, après un certain temps, quand ils ont ils ont pesé les pellets, ils ont trouvé que la carpe, elle avait mangé 37 à 38% de protéines. À peu près 10 à 15% de lipides et le reste en hydrate de carbone. Mais personne n'a dit à la carpe qu'il fallait manger ça. Elle savait qu'il faut prendre ça. Ça déjà, j'ai trouvé assez impressionnant. Après, quand l'eau était plus fraîche, donc plus basse température, ils ont trouvé que le taux de protéines a diminué, le taux d'hydrate de carbone a augmenté. Est-ce que vous pouvez donner une idée combien de temps, quand ils ont changé la température de l'eau? Attends, non, je vais passer le prochain, comme ça je vais montrer. Donc voilà, ça c'est un peu suivant ces études. Donc pourcentage dans la régime à gauche, les protéines sont en bleu, les lipides en rouge et les hydrates de carbone en jaune. Donc prenons l'exemple de 18 degrés, l'eau à 18 degrés, ça c'est les pourcentages que la carpe mange. Elle veut manger ça. Donc elle cherche, ça c'est important, elle cherche une nourriture qui va remplir ça comme régime. Donc le plus que vos appâts ils approchent ça au milieu en pourcentage de ces aliments, le mieux que la carpe va la manger. Tous les animaux sont pareils. N'importe quel animal, un oiseau, un ours, une baleine, ils veulent tous manger, avoir la meilleure nutrition avec le moins d'effort. Ils cherchent ça dans la nourriture. Après, quand l'eau était plus fraîche, on voit bien que le protéine a diminué, les lipides a resté monté un petit peu, beaucoup plus d'hydrate de carbone. Donc, quand ils ont, là, c'est ça la question que je voulais poser. Quand ils ont changé la température de 18 à 10 degrés, combien de temps il fallait avant que la carpe change sa régime avec les conteneurs pour que ça devienne comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Instantanément, bah oui. Non, instantanément. Okay. D'autres idées? Non, c'est presque. C'est entre 4 jours, 3-4 jours, disons une semaine. C'est extrêmement rapide. Donc, quand on sait que ça se passe comme ça, on comprend que le plus que notre repas soit adapté à la saison et à la carte, le plus que le poisson va manger. Aussi, si par exemple vous commencez une session de pêche avec une certaine bouillette, vous commencez à prendre des poissons, et si ce n'est pas vraiment bien adapté, après 3-4 jours, le poisson va laisser tomber, il va manger autre chose. Donc le mieux que votre bouillette, disons, soit de nourriture, le mieux c'est, le plus que vous faites de poissons, et le plus que vous allez faire de gros poissons. Et ça aussi, on va voir dans un moment. Donc on avait parlé un petit peu des arômes avant, mais quand on parle des appâts, on parle souvent avec nous, on parle tous, on parle d'un appât fruit bombe, on parle d'un appât monster crab.
On parle d'un APA Scopex, ou n'importe. Mais en fait, l'arôme, c'est le moins important dans tout ça. Ça peut être important, surtout si c'est un bon arôme, mais le mix est beaucoup plus important. Parce qu'un bon mix prendra du poisson si vous ne mettez rien du tout dedans. Vous prenez un mix type comme le nôtre, Biomix Shellfish, vous mettez des œufs, vous roulez des baguettes, ça a une odeur très, très faible, mais vous prenez des poissons, parce que c'est une très bonne nourriture. Après, vous pouvez ajouter autre chose, un arôme à très basse dosage, ou des additifs. Et ça peut augmenter les qualités nutritives et attractives. Mais il faut que le mix de base soit très bon au départ. Et un mix avec des ingrédients qui sont frais, pour des raisons que je vais donner avant. Voilà, c'est comme dans les fish meal, on peut acheter des fish meal vraiment pas chers et d'autres qui sont de très bonne qualité. Ça peut jouer un rôle super important dans le mix. Parce que dans les bons fish meal, tu as le goût, tu as les lipides, tu as les protéines, tu as des vitamines, tu as les minéraux, tu as l'odeur, tu as tout ce qu'il faut. Mais dans les fish meal qui sont souvent de mauvaise qualité ou très économiques, ils ont séché les fish meal à une température beaucoup trop haute. Le goût est assez amer, l'odeur c'est pas très bon et tout ce qui est vitamines et enzymes a été détruit. Donc vous avez un appât qui est à base de fish meal, mais c'est pas très bon. Pareil pour le krill, ça c'est du krill pur. Celui qu'on prend nous, c'est pris dans l'Atlantique sur des immenses bateaux et ils travaillent sur le krill, ils le sèchent, ils enlèvent l'huile pour les gens qui le mangent pour le régime et ils sortent des farines de krill sur le bateau, même avant que ça arrive au bord, pour que ça soit plus frais. Et c'est ça qu'on achète. Et ça a une odeur de krill super fort et un goût qui est très très fort. Pareil sur tout ce qui est bird food, robin red, levure, surtout les levures, mais fraîches, il faut que ça soit frais. Ok. Ça c'était un grand lac, immense lac que j'ai pêché en Italie qui s'appelle Bolsena. Une seule tirée comme ça avec l'épuisette, on a pris ça. Donc la nourriture naturelle, c'était abondante, immense, et c'est ça que la carte cherchait. Donc là, j'aimerais faire parler un petit peu de ce que la carte recherche, et après on posera les questions. Donc, tous les animaux, qu'est-ce que la carte recherche en fait? Tout ce qui est vivant, ça peut être une crevette d'eau douce, ça peut être un moule, ça peut être une écrevisse, ça peut être un verre de vase, tout ce qui doit respirer. Ça veut dire que quand il respire, il a besoin en gros manger, il a besoin d'énergie, et tous, c'est pas les bons mots, mais je vais dire tous pissent et ils chient. Tous les animaux. Donc ça va dans l'eau. Et ça qui va dans l'eau, dans l'urine et dans la merde, c'est la nourriture qu'ils ont mangée qui est moitié digérée. Et quand vous digérez tout ce qui est protéines, les protéines sont faites avec des chaînes d'acides aminés. Et donc ça c'est à moitié digéré. Donc dans le chie, dans la merde qui chie, il y a des acides aminés. Il y a des ribonucléotides qu'on trouve dans les cellules. Quand c'est moitié digéré, les cellules explosent et ça libère des peptides, des ribonucléotides. Ça c'est des mots. Et ça veut dire que ça libère des sucres, des hormones, des huiles, aliphatiques, ça s'appelle, mais c'est des fatty acids. C'est ça qu'on trouve. Donc, après, on va revenir, mais après, si vos appâts ils diffusent dans l'eau ces mêmes signaux, forcément, la carte va le reconnaître comme une bonne nourriture. Donc, comment est-ce qu'elle détecte ces aliments dans l'eau? En gros, ils ont deux systèmes qui sont complètement différents. Ils sont reliés, mais ils sont différents. Le premier, c'est dans le nez, le nasal, la colonne, dans les narines. Et ça, c'est ce que j'ai mis là. Il détecte,
chémoréception, mais c'est à distance. Parce que dans les narines, il y a l'eau qui entre avec des molécules des éléments qu'on a vu avant. Et c'est détecté par c'est comme des papilles gustatives, mais ils sont particulières. Et ça va dans un endroit dans le cerveau, extrêmement vite, très rapidement. Donc la carpe, même à distance, ça peut être à 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres. S'il y a l'eau qui arrive, et ça va dans les narines, et il y a des acides aminés qui viennent des moules ou des appâts, elle va le sentir dans les narines. Si ça l'intéresse, elle va approcher. Ok, autre chose super intéressante. Comment est-ce qu'elle approche? On a tous des idées que quand on fait un amorçage, les carpes ils vont arriver puis ils mangent. Mais comment est-ce qu'ils savent où c'est, quelle quantité, qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce que c'est le comportement des carpes? Je vais essayer de vous expliquer. C'est en fait ce qui se passe est un peu faussé dans les plans d'eau privés, parce que c'est un autre. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans les animaux sauvages. Après, suivant le plan d'eau et comment les pêcheurs pêchent et différents facteurs, ils peuvent réagir différemment. Et la carpe, elle veut faire comme un chien. C'est comme si tu vois un chien, tu envoies quelque chose, tu mets une odeur, puis après tu lâches le chien, il va chercher, il ne va pas tout droit au truc. Il va à gauche, il va à droite, il va là-bas, il va ici. Il cherche, en fait. Au fur et à mesure, il trouve. Il trouve parce que lui, il cherche la concentration de l'arôme qu'il cherche, et le plus que ça devient concentré, il va dans cette direction. Et au moment que ça devient de moins en moins concentré, il retourne dans l'autre sens. Il croise. Et après un moment, il approche, il trouve. La carpe, elle fait exactement la même chose. Sauf que, par exemple, la carpe, elle sent quelque chose. Elle approche. Elle va sentir avec les narines, avec les barbillons, avec la ligne latérale, parce qu'elle a des papilles gustatives là, qui sentent. Elle sait que c'est à manger. Elle détecte la concentration de ça. À un moment donné, elle passe la nourriture, donc la concentration diminue. Mais elle continue. Après un moment, elle retourne, elle revient. Mais pas sur la même ligne. Elle va faire peut-être une autre direction. Elle passe la concentration, ça diminue, elle retourne, elle revient. Elle fait un zigzag, comme ça. Parce que, c'est difficile en français pour moi, mais mais ce que je veux dire, c'est que elle est un animal qui a, comme tous les animaux, elle veut manger, avoir la meilleure nutrition pour le minimum d'effort. Donc, elle zigzague, et après, dans sa petite tête, elle fait l'analyse, elle se dit, oh, il n'y a pas assez à manger, ça ne vaut pas le coup, je ne vais pas descendre, je ne mange pas. Donc, elle s'en va. C'est pas qu'elle descend, première odeur, elle descend. Non, pas toujours, ça se peut. Mais normalement, elles veulent savoir, c'est juste un petit tas ça ne m'intéresse pas, ça ne vaut pas le coup de descendre. Mais s'il fait des va-et-vient, et puis elle sent qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, là oui, ok, elle descend. Et si on prend ça en compte quand on fait notre amorçage, par exemple, dans le Grand Lac, on parle souvent des grandes lignes d'amorçage. Pourquoi ça fonctionne aussi bien? Une des raisons, parce que quand elle zigzague comme ça, elle trouve une ligne qui est intéressante et on va suivre la ligne sur les montages. Donc après qu'elle a senti, si on dit senti, c'est pas vraiment olfactif, mais elle a trouvé dans les narines qu'il y a quelque chose d'intéressant, elle approche, elle prend ça dans la bouche, elle écrase les appâts ou tout ce qu'elle prend, le sable, les graviers, elle écrase tout ça contre la voûte de palais, c'est sur le haut. Elle tient ça dans la bouche et elle lave avec l'eau qui va et vient. Elle fait ça parce que tous les éléments qui diffusent dans l'eau passent sur les papilles gustatives et elle analyse si c'est bon à manger ou pas. Et si c'est bon à manger, elle avale. Si c'est pas bon, elle éjecte. Je vous laisse lire, et après...
Ça, c'est très important. Et bon, je vais juste expliquer ça, puis après, je vous laisse poser des questions. Des petites cartes. Elle ne sait pas ce qui est bon à manger, ce qui n'est pas bon. La mère ne peut pas expliquer. Il faut qu'elle essaie tout pour essayer. Donc, les petits poissons, ils essaient tout. Au fur et à mesure qu'elles grossissent, elles comprennent que ça, c'est à manger, ça, c'est pas à manger. Et une petite carpe, elle a un certain nombre de papilles gustatives dans la bouche, sur les barbillons, dans les narines, sur la ligne latérale. Mais le plus que la carpe devient grosse, le plus qu'elle a davantage de papilles gustatives. Et en plus, elle est plus grosse, donc forcément, elle a plus de volume, de place pour mettre des papilles gustatives. Donc ça veut dire qu'elle a des millions de plus de papilles gustatives sur une grosse carpe qu'une petite. Donc une grosse est beaucoup plus sensible. Beaucoup plus sensible. Donc un appât, que pour une petite carpe, est très bon à manger, pour une grosse, c'est peut-être trop fort. Et puis elle ne mange pas. En plus, pour une grosse, le plus qu'elle grossit, le plus qu'elle comprenne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc elle laisse tomber. Si cet appât-là, ça sent pas mal, mais nutritionnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et peut-être elle prend une ou deux dans la bouche pour voir, elle analyse, elle sait que c'est pas très bon, elle laisse tomber. Et là-bas, moins de dosage de garum, c'est un bon goût. Ouais, elle pense pas comme ça. Beaucoup moins de goût, nutritionnellement, ça m'intéresse beaucoup plus. Je vais manger celle-là et pas celle-là. Et ça, c'est surtout pour les grosses carpes. Donc, si on prend ça, l'idée que les petites carpes sont moins sensibles et les grosses carpes très sensibles, déjà au niveau pêche, sur le même poste, s'il y a des différents poissons qui se promènent, vous pouvez adapter votre pêche suivant avec vos appâts. Par exemple, vous prenez 1 kg de bouillettes, n'importe, okay, 1 kg de bouillettes, vous allez en bateau, vous allez les poser sur la taille d'une table. Ça fait 1 kg de bouillettes. Dans l'eau, ça représente une certaine quantité avec une diffusion assez forte, parce qu'il y a beaucoup de bouillettes. Donc l'odeur est très forte. Vous allez faire des poissons si c'est des gros boulettes, vous allez en faire. Mais pour une grosse carpe, c'est peut-être trop fort. Vous allez prendre des brèmes, des gardons, des chevelles, parce que ça intéresse tout le monde. Ils viennent, parce que ça sent bon. Les petites viennent, vous en prenez. Par contre, si vous mettez 7 kg de bouillettes sur la largeur d'un terrain de tennis ou de foot, donc une bouillette là, une là-bas, une là, une là-bas, l'odeur est beaucoup moins forte, surtout si c'est des bonnes bouillettes avec un dosage minime de dosage. Et donc, ça n'intéresse pas les petites carpes. Vous allez voir si vous faites l'essai. Vous faites éparpiller vos bouillettes, vous allez prendre moins de brèmes, de gardons, vous ne serez pas embêté pour les petits poissons. Beaucoup moins, vous en prenez, beaucoup moins. Parce que l'odeur n'est pas assez intéressante pour les petits poissons. Par contre, pour une grosse qui est extrêmement sensible, ça l'intéresse fortement. Surtout si l'odeur qui est dégagée, c'est de la bonne nourriture. Donc une approche en enduro, par exemple, pour faire un grand demande de poissons, peut être de faire un spot avec beaucoup d'amorçage, et bien dans une ligne qui part de cet amorçage, vous faites éparpiller des boulettes, et vous pêchez avec une boulette. Sans stick, sans rien, vous pêchez une boulette. Et là, vous mettez une canne aussi. Vous allez normalement prendre plus de poissons, les plus petites sur l'amorçage, et les plus grosses sur l'extérieur. Pour la raison que je viens d'expliquer. Pareil pour les autres poissons. Là j'ai mis cette image parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Là, sur la peau, il y a des papilles gustatives sur la peau, sur la tête, sur les barbillons. Sur les deux barbillons. Bon, les deux barbillons, on dit pas, non, les antennes. Les antennes. Les barbillons. Barbillons. Ouais. Sur les deux barbillons, j'ai mis ça parce que sur une cellule, on comprend mieux. Comment est-ce que, avec ces tout petits yeux qui ne voient pas grand-chose, comment est-ce qu'il détecte sa nourriture? Bon, si c'est à la vibration, ça c'est une chose. Mais si c'est des moules ou des vers de base ou autre chose qu'il veut manger, donc une odeur dans l'eau, en fait, avec les papilles gustatives qui sont 25 en millimètres carrés, c'est déjà beaucoup hein, sur les antennes, là, sur les barbillons, donc il détecte qu'il y a quelque chose dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'il fait le silure? Il va se mettre légèrement à droite, comme ça il va bouger de droite à gauche. Et quand il va à droite, il sent qu'ici sur la droite, l'antenne, il sent moins d'odeur que sur l'autre à gauche. Ah, donc c'est plus à gauche. Donc il va à gauche, il avance un peu,
Il cherche comme ça, en gros. Comme la carte, pareil. Il cherche. Et puis, au mesure, il approche, avec sa grandeur, il ouvre l'œil. Et c'est comme ça qu'il trouve. Pareil pour la carte. Comment est-ce que la carte trouve notre nourriture? Dans la bouche, dans les narines, avec les deux barbillons, il fait pareil. À droite, c'est moins fort, à gauche, c'est plus fort. Donc je vais comme ça, ou je vais comme ça, je fais mon zigzag. Je vais trouver la nourriture. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, c'est ça qu'on fait normalement. La plupart des approches, c'est ça. On fait un amorçage, on met 3 cannes dessus et puis on pêche. Souvent, on fait la quatrième, on va le jeter là-bas. Et c'est celle-là qui part avec un gros poisson. Maintenant, vous comprenez pourquoi, une des raisons pourquoi celle-là pourrait partir. C'est parce que le gros poisson, il n'a pas senti cette grosse odeur d'amorçage qui lui fait un peu peur. Une canne perdue, comme on dit. Oui, voilà, oui. Et c'est peut-être une explication pourquoi ça fonctionne, surtout pour des gros. Et voilà, quand on pêche des poissons qui sont très méfiants, il n'y a pas de fil qui passe à travers l'amorçage. On fait l'amorçage, on pêche à l'extérieur. Sur l'amorçage, les poissons ils viennent aussi. Ils ont goûté, mais au fur et à mesure qu'ils font leur zigzag, ils vont tomber sur un montage et vous les prenez. Et surtout des gros. Et ça, c'est les tactiques que je vous ai parlé avant avec le zigzag. Ça, en grand lac, bon, même pas uniquement dans les grands lacs, mais dans tous les lacs, un amorçage en ligne, vous allez attraper, vous allez intéresser beaucoup plus de poissons qu'avec un amorçage très compact. Autre chose qui est très importante, c'est parce que des fois les gens ils disent, les pêcheurs disent, oh mais les boulettes c'est cher. Ça dépend comment on les utilise. Avec 1 kilo de boulettes, vous pouvez faire un week-end de pêche. Mais si vous mettez 1 kilo sur les 3 cannes, ça va rester une demi-heure, vous en prenez 2-3 poissons, c'est fini. Mais si vous mettez votre kilo de bouillettes éparpillé sur un terrain de foot ou un terrain de tennis, les poissons ils se promènent, surtout des gros maintenant, il prend une là, ça m'intéresse, elle va chercher une autre, mais elle cherche longtemps, parce que l'autre bouillette c'est là-bas. Donc elle va passer longtemps pour les trouver. Et c'est comme ça qu'on peut déjà pêcher les gros poissons, et puis aussi intéresser les poissons longtemps. Et un autre détail qui est très intéressant, c'est qu'en pêchant avec cette approche, si j'ai un départ sur la canne de droite, ça ne gêne pas les 2 cannes de gauche. Donc je prends mon poisson, là, je le travaille, j'ai un autre départ sur l'autre. Mais si les cannes sont trop approchées sur un amorçage très approché, vous faites un poisson et ça fait flouer les autres. Bon, on va laisser celui-là parce que j'aimerais inviter, parce que je pourrais continuer à parler, mais j'ai parlé beaucoup. On peut voir ça après. Mais est-ce que dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous avez des questions? Ouais. Ah, bien. Parce que c'est pour les gens qui sont timides. Ouais, comme tu dis, par rapport à tes postes comme dispersés, comme moi je suis un pêcheur cap, mais bon, plutôt en Canada qu'en étang. Comment tu pratiquerais ce genre de pratique? Cette méthode. Mais surtout ça va en amont et en aval. Et bon, c'est l'endroit que je pêche, je prends du fiche, mais le problème c'est niveau gros spinach, gros bateau, c'est ça le problème. Il y a des fiches qui passent, mais c'est un petit peu dur quoi. Oui. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste des canaux, mais je peux te donner un peu mon idée, comment j'approche ça. Il y a 2 façons que je vois les choses. Si vous amorcez et les péniches, on voit les bouillettes un peu ici par là, tu peux utiliser ça à ton avantage. Par exemple, je donne un exemple. Tu prends un bief où tu sais nage de gros poissons que tu veux prendre. Okay? Au lieu de faire un spot, tu amorces un spot, mais un spot qui fait peut-être 500 mètres de long. Et tu vois ce que je veux dire? Et là, donc tu fais 2-3 bouillettes là, tu fais 2-3 bouillettes là, tu fais 2. Et même si le panier y passe et puis il envoie des bouillettes, c'est pas trop grave. Ce que tu essaies de faire, c'est de faire goûter des grosses cartes et où on doute tes bouillettes. Comme ça, quand tu pêches, par exemple, il y a un pêcheur qui pêche le spot là-bas, c'est pas grave, tu vas à 300 mètres plus loin et tu pêches là-bas. Parce que tu as amorcé une grande zone. Et tu sais que les carpes, ils ont goûté tes bouillettes.
Et là, en fait, je reviens à ça après, parce que c'est là que je vais montrer quelque chose qui va peut-être mettre plus en confiance. Et ça, c'est une approche. Et le deuxième qui pourrait fonctionner, c'est ce que j'utilise pour les barbeaux. Les barbeaux, c'est un poisson un peu différent du fait qu'il aime bien d'être dans un coin, sous un arbre, ou dans un endroit avec des obstacles, par exemple. Et il ne bouge pas beaucoup. C'est pas un poisson comme la carpe qui se promène dans tous les sens. Donc quand on l'a localisé,